Bonsoir à tous. Vous allez bien, madame, monsieur? Nous sommes très ravis de vous retrouver après cette longue période. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, très ravis de vous savoir une fois de plus, très nombreux de l'autre côté à attendre la vraie émission Equinox Soir, émission d'utilité publique. Madame, monsieur, l'Afrique réussira-t-elle à mettre entièrement d'accord tout le monde par rapport à l'épidémie coronavirus? Oui, pour certains, au regard des nouvelles quelque peu rassurantes venant et de Madagascar et du Cameroun. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, dit avoir, au terme de longues recherches sur les plantes médicinales, commencé avant la survenue du Covid-19, mis sur pied un traitement qui soulagerait les malades souffrant de cette maladie. Il y a quelques jours, et par la voix de la personne la plus autorisée à Madagascar, l'on apprenait que le pays avait trouvé un remède contre la pandémie. Pour le président malgache André Rajouel, le Covid Organix est un médicament fait à base de plantes traditionnelles. Madame, monsieur, tout à l'heure, à 20h, ce sera également le retour de Cédric Noufélé, et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Madame, monsieur, tout de suite, comme vous l'attendez, c'est le fait du jour. Covid-19, le pharmacopée traditionnel comme solution, madame, monsieur, c'est une interrogation pour répondre donc, une tentative de réponse à cette interrogation. Nous avons sur le plateau ici à Douala, et on va également sortir du Cameroun pour aller à la rencontre de la diaspora camerounaise qui officie en Allemagne. Ici, je commence par le Cameroun. Maître Augustin Gueffard, bonsoir et bienvenue sur le plateau Equinox Soir. C'est Jalin. Je vais commencer par vous transmettre votre bonsoir en utilisant l'anecdote que j'ai reçue en route. Un jeune homme m'a dit, si tu vas à Equinox Soir, dis au président de la République de la télévision qui ne dure que 2 heures au Cameroun, bonsoir. Il était où? Vous étiez où, c'est Jalin? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Thierry Nyopé. Bonsoir, c'est Jeanne Outou. En réalité, c'est Maître Guefa qui a réussi à nous arracher le sourire ce soir, parce qu'en réalité, ça n'a pas été facile d'être ici avec les embouteillages, pour imaginer, mais la promesse étant donnée, j'ai tenu à être là. C'est un plaisir de retrouver le plateau d'Equinox Soir. Voilà. Thierry Nyopé, je rappelle, vous êtes journaliste, directeur de publication. Si, c'est bien cela? Oui, et en même temps... La multiple casquette, hein. Voilà. Bon, mais le plus important, c'est, je l'ai toujours dit, que nous sommes patrons de presse. La casquette qui me sied le mieux, je dirais, c'est directeur de publication, journaliste. Oui. Parce qu'à côté de cela, nous sommes en train de mettre sur pied une chaîne de télévision, comme vous le savez déjà, oui, mais qui a déjà commencé ses armes sur la toile à travers sa chaîne YouTube, mais également sa page Facebook. Et certainement d'ici à quelques semaines, on a déjà pratiquement bouclé avec les différents partenaires. Nous allons arroser l'essentiel des villes du Cameroun, et pourquoi pas, grâce à nos partenaires d'Intelsat, nous allons également monter sur satellite. Donc, vous voyez, on sort de ce chantier-là. C'est la raison pour laquelle on aurait pu quitter plus tôt, même à 18h, connaissant la ville de là avec ses embouteillages, mais compte tenu de tous ces aléas-là, le plus important c'est d'être là, et surtout, à cause de la thématique de ce soir, j'ai tenu à partager le peu de connaissances que nous avons là-dessus avec les téléspectateurs de cette belle et prestigieuse émission. Maître Ngueffar l'a dit tout à l'heure, vous avez manqué énormément d'ailleurs aux téléspectateurs, notamment, parce que en même temps je suis téléspectateur, aux téléspectateurs de cette belle émission, parce que vous avez des envolées lyriques, des questions à la limite de la provocation. Donc c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. C'est pas de la provoque, Thierry Nyopé. Bon, nous allons dire bonsoir également au docteur Christian Ondo Meva.
Bonsoir docteur, vous êtes à Dillenburg, c'est non loin de Francfort. Vous êtes médecin spécialiste en chirurgie, chirurgie viscérale spéciale, médecin urgentiste, médecin hygiéniste. Vous êtes actuellement médecin-chef du service chirurgie générale, viscérale et oncologie à l'hôpital de Dillenburg. Comme je l'ai dit, c'est pas loin de Francfort. Vous êtes un hôpital académique affilié à la faculté universitaire de Marbourg. C'est bien cela, docteur Christian Ondomeva? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Otto. Vous avez bien tout dit. Tout d'abord, un grand merci pour votre invitation. C'est avec un grand plaisir que je prends part à cette soirée. Voilà, docteur Christian Meva, dis-nous, la semaine dernière, nous préparons cette émission depuis la semaine dernière. L'Allemagne, lundi dernier, est rentrée dans ce qu'on appelle le déconfinement. Oui, une semaine après. Comment va? Quelle est la situation aujourd'hui en Allemagne? Une semaine après le déconfinement progressif. Bon, disons d'abord que ça a été un combat âpre entre la chancelière et les différents ministres présidents des États. Ils se sont entendus pour commencer un déconfinement progressif, lent. Ça a été des combats très difficiles. Il a fallu d'abord établir des critères bien précis pour pouvoir commencer ce déconfinement. L'un de ces critères, c'est ce fameux taux de réplication qui devait être absolument en dessous de 1. C'est un taux qui indique le nombre de personnes qu'une personne infectée contamine. Il se trouve aujourd'hui à 0,9, dans l'état de la Bavière à 0,5. Mais ce n'est pas tellement la valeur la plus importante. La plus importante des valeurs, c'était le taux de nombre de patients en réanimation dans les hôpitaux. Et on se rend compte actuellement que, sur les pratiquement 35 000 lits de réanimation que l'Allemagne a, à peine 46% sont occupés, 56% sont occupés. Cela veut dire que le système médical a encore un très grand potentiel. Dans cette base-là, l'Allemagne a donc décidé d'ouvrir, de commencer un déconfinement. Aujourd'hui, bien entendu, cela conduit à de très grands problèmes parce que, il y a deux grandes branches qui s'affrontent. La chancelière n'étant plus chef du parti de la droite, tout le monde essaie de se positionner actuellement. Les prochaines élections du Bundestag, c'est pour l'année prochaine. Il y en a qui veulent un déconfinement rapide parce que l'économie demande cela. D'autres qui demandent plutôt de faire très attention. Donc, c'est encore avec beaucoup de prudence qu'on apprécie ce déconfinement. On verra bien la semaine prochaine parce que c'est après 2 semaines qu'on saura à peu près le nombre de personnes qui seront à nouveau infectées. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de prudence qu'on apprécie ce déconfinement en Allemagne. Ok, merci Dr Christian Domeva. Je rappelle que vous êtes urgentiste, chirurgien viscéral. Comment vous appréciez ce qui arrive en Allemagne? Il parle des lits, près de 35 000 lits, mais 30% seulement sont occupés. Qu'est-ce que ça veut pour vous? Qu'est-ce que ça peut dire? Lorsque vous regardez les voisins de l'Allemagne, l'Italie, la France? Non, on peut dire que chaque pays a sa... En réalité, la pandémie du Covid-19, comme vous l'avez certainement entendu, s'est comportée de plusieurs manières. Ce n'est pas parce que la France a été suffisamment dépassée, l'Espagne également, l'Italie, que nécessairement tous les pays de l'Union européenne devraient être dépassés. Tout à l'heure, il n'a pas parlé de densité de la population infectée. Il a parlé en termes du degré de contamination moins... en fait, il se situe encore à un degré assez bas par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Mais toujours est-il que, vous savez, il parlait de déconfinement. Et rappelez-vous justement que le problème, en fait, la question fait débat au sein de l'Union européenne parce que une sorte de décongestionnement ou de déconfinement pourrait enclencher également des risques de résurgence. Parce que je vous rappelle qu'on n'a pas le même degré de contamination en France, on n'a pas le même degré de contamination en Espagne, on n'a pas le même degré de contamination en Italie et encore en Allemagne. Comment les différents pays, en termes de flux, en termes de contrôle des personnes et des biens, vont se comporter? Est-ce qu'on va, avec ce déconfinement, ouvrir en même temps les frontières pour permettre justement cette libre circulation qui a cours actuellement au sein de l'Union européenne,
qu'est-ce qui sera exactement fait? C'est la raison pour laquelle le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Et au niveau des États, on en parle. Vous avez écouté le président Macron la dernière fois demander justement à ses différents ministres de lui proposer un plan de déconfinement en fonction de l'intérêt de chaque ministère. Comment cela va se passer dans les faits? Concrètement, beaucoup de personnes se posent la question, mais il faut dire que le taux de contamination de la population, même en France, n'a pas atteint des pics suffisants pour faire croire que des résurgences ne pourraient pas être possibles. Parce qu'on parle de 6%, alors qu'en réalité, on devrait se situer entre 8 et 10% pour estimer que l'essentiel de la population étant affectée, en termes d'immunologie, cela pourrait peut-être éviter la résurgence de la maladie. En réalité, le problème se pose encore. Ok. Maître Nguefa, rapidement sur ce qu'on peut appeler le modèle allemand, ils ont décidé du déconfinement. Oui, Serge Alain, rapidement, je vais dire que nous devons juste avoir un regard objectif, un regard net relativement à ce qui se passe de l'autre côté chez nos voisins, pour prévenir ce qui pourrait nous arriver. Pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il n'y a pas chez eux. Je suis convaincu qu'eux aussi, ils ont le regard. Ce qui nous intéresse ici, c'est notre pharmacopée. Voilà, justement, je voulais qu'on termine pour que vous embrayiez là-dessus. Merci. Voilà. Mais Monseigneur Cléda, donc, qui propose, mais on a senti quand même beaucoup de prudence dans les sorties de Monseigneur Cléda. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Serge Alain, je suis un Bantou. Oui. J'ai connu l'hôpital un peu plus tard. Je connais mes parents qui sont des tradis praticiens. Oui. J'ai des amis qui sont professeurs en herbe, qui enseignent dans les universités. Je crois que c'est la toute première des médecines. Que vous lisiez le Coran ou bien la Bible, oui. Au départ, c'était les herbes. Donc, je crois que c'est la première des médecines. La science est venue par la suite essayer un peu de rationaliser les choses. Mais cette rationalisation connaît assez de limites. À preuve, nous y sommes. Pour y en venir, Serge Alain, je vais d'abord commencer par dire, en ce moment, nous devons tous avoir le cœur, nos cœurs, toutes nos prières concentrées sur tous nos tradis praticiens, nommément sur l'équipe que dirige Monseigneur Cléda, parce que c'est toute une équipe, ce n'est pas seulement lui. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, tous les ennemis, et je me souviens de ce que disait le président Hollande, son ennemi c'était la finance. L'ennemi du monde, qui est la finance aujourd'hui, va engager une lutte féroce pour anéantir tout le bien que la pharmacopée traditionnelle africaine peut produire. Donc je pense que nous devons tous faire coros derrière tous ces tradis praticiens et leur dire n'ayez pas peur. Voyez-vous, au Cameroun, Dieu déjà nous aime tellement que le remède contre la Covid-19 entre par l'homme de Dieu, celui-là qui au quotidien nous soigne le cœur. Aujourd'hui, il prend soin de nos chairs. Nous devons nous aussi le protéger. Et comme disait le pape, n'ayez pas peur, vous tous les tradis praticiens. Le peuple vous regarde, vous encourage. Si nous n'avons pas le courage de vous dire félicitations, de vous dire courage, sachez que nous sommes avec vous. En tout cas, ceux qui ont la voix qui porte, vous adresseront les correspondances en temps utile. Et pour l'heure, nous disons, la pharmacopée est ce qui doit sauver l'Afrique. C'est au-dessus de tous les clivages politiques. Ce n'est plus l'heure de savoir si tel fonctionnaire va s'asseoir sur telle chaise ou il sera bousculé. L'heure des panafricanistes, des vrais, a sonné. Il faut que les Africains se mettent debout pour protéger ce que Dieu est en train de leur offrir. C'est ce que je peux dire à l'entame. Voilà, Thierry Nopé, sur cette trouvaille, on va le dire comme ça, hein, de Monseigneur Cléda, vous avez quelque chose à dire. Et il dit justement, Monseigneur Cléda, que sur la base de recettes que je possède, que je donne aux personnes malades et qui sont, par la suite, soulagées. Non, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à battre ce travail au quotidien. Vous avez écouté certainement le docteur Bingono. Oui. Il se fait d'ailleurs présenter comme le président des sorciers du Cameroun. Il y a beaucoup de botanistes d'ailleurs qui travaillent. Que nous avons tenté de joindre. Hein. On a essayé de joindre le docteur François Bingono toute cette journée. Donc, malheureusement. En réalité, il y a beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup d'Africains qui travaillent justement sur le médicament miraculeux qui pourrait sauver les malades de la Covid-19. Parce que vous parlez de Monseigneur Cléda.
peut-être apaisantissons-nous davantage là-dessus pour dire que on a compris la prudence avec laquelle il a abordé la question, notamment au micro d'Equinox Télévision, donc de votre chaîne. Il a été prudent seulement. Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui peut justifier ça, Thierry? Je suis en train d'arriver justement parce que on s'est rendu compte aujourd'hui avec la société de l'open data, comme j'aime à le dire, aujourd'hui tout est virtuel, la société du virtuel, de l'open data où toutes les données sont à la portée de tous. On s'est rendu compte qu'il y a eu une sorte de ruée vers les recettes de grand-mère qui étaient rendues publiques d'ici et là sans véritable impact, sans véritable recherche là-dessus, au point où, si vous avez remarqué, les citrons ont connu une augmentation de prix à une vitesse exponentielle. On ne trouvait même plus la plante qu'on appelle l'aloe vera. Il y a énormément... Les gens, est-ce que vous... Pour l'instant, je continue à croire que... parce que quand on définit le Corona-19 ou le nouveau Corona, on se rend effectivement compte que c'est une grippe, mais plus accentuée, qui a des développements qui sortent de l'ordinaire d'une grippe normale. Mais quand on décrit les symptômes, une maladie qu'on appelait à l'époque marteau, qui était comme une grippe, ça veut dire que c'est une maladie qui a fait beaucoup de victimes au Cameroun. On n'a pas eu besoin de la pharmacopée. En réalité, des médicaments venus de l'Occident ou de la Chine pour soigner nos grands-parents. Dans ces plantes-là, si vous menez une étude ethnobotanique ou floristique des plantes, vous allez vous rendre compte que ces plantes sont capables effectivement de soigner, mais elles sont également capables de tuer quand elles sont mal utilisées, quand elles sont dosées ou données à des doses pas nécessairement contrôlées ou contrôlables. Donc, il faudrait toute proportion garder, contenir ou permettre à ceux qui ont déjà mené ces études-là, travaillent avec les plantes et sur les plantes depuis près de 3 décennies, près de 30 ans quand même. On l'a vu à Dimako, on l'a vu partout où il est passé. Il a apporté de la guérison à beaucoup de Camerounais, à beaucoup de compatriotes, en utilisant exclusivement ces plantes-là, qui ont nécessairement des vertus inimaginables. Je vous rappelle quand même la chloroquine, qui est aujourd'hui la panacée par laquelle tout le monde, tous les Africains, où la chloroquine est tirée. Je vous rappelle que beaucoup de ces médicaments sont tirés de nos essences ou des études ethnobotaniques. Donc cela ne me surprend pas. Il est tout à fait, je partage ce point de vue-là. Il ne faut pas, ce ne sont pas des choses qu'on devrait mettre en présence de tout comme des mortels, du Camerounais lambda ou de l'Africain lambda, comme on a entendu des recettes sur Internet où tout le monde peut mélanger n'importe quoi. Mal mélangé, ça peut être des recettes extrêmement... en fait, ça peut être du poison à l'état brut. Donc, vivement que Monsieur Cléga se rapproche, pourquoi pas, où le gouvernement l'a rappelé, notamment le ministère de la Santé ou le ministère de la Recherche. Ok, si vous le permettez. Voilà, on va repartir du côté de l'Allemagne pour rencontrer cette... entre autres, on va parler du cas malgache après. Restons d'abord chez nous, au Cameroun. Monseigneur Cléda. Est-ce que la solution peut venir des plantes? J'aimerais d'abord sur les propos de M. et apporter quelques clarifications sur le Covid-19. Lorsqu'on parle de risque, c'est assez léger. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une station de soins de réanimation dans lequel un patient entre et brusquement tous les infirmières se retrouvent à côté de ce patient. On n'a jamais vu une personne dans le corps, et c'est franchement ce qu'on appellerait un caméléon en plusieurs faces. C'est-à-dire qu'il attaque tous les organes, les yeux, le cerveau, le cœur, le foie, jusqu'au tube digestif. On se rend également que les extrémités sont attaquées par ce virus. Donc ce n'est vraiment pas une simple petite bagatelle. Il faut vraiment prendre cette pathologie-là extrêmement sérieusement. Et cela explique d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement allemand est aussi prudent en ce qui concerne le déconfinement. Ça, c'est la première chose. La seconde des choses, oui, j'ai également suivi les travaux concernant la pharmacopée au Cameroun. Bon, je pense que la science a des critères qu'il faut savoir respecter sur le problème que nous avons actuellement avec l'hydroxychloroquine et tous les autres médicaments. C'est-à-dire qu'il y a
parchemin à suivre. C'est-à-dire, il y a des critères de reproductibilité qui doivent être respectés, de mesurabilité, de refutabilité. Bon, je pense qu'actuellement, la science, dans tous les sens, nous voyons partout actuellement des gens qui disent que bon, j'ai découvert tel médicament, j'ai découvert tel principe, c'est un mélange de l'ail avec du gingembre et ainsi de suite. Je pense qu'il faut mesurer cela avec les critères actuels de la médecine que nous avons. On parle toujours de la médecine pharmacopée, mais ce qu'on ignore, c'est que la médecine allemande également a ce long passé là. Elle a commencé dans l'histoire avec les plantes, elle a été écrite. Actuellement, dans la situation dans laquelle je me trouve, pour que j'opère quelqu'un, je dois justifier pourquoi je l'opère, donc je dois apporter des critères bien précis. Ces critères-là, en général, c'est l'histoire de la médecine que je porte avec moi. Et j'aimerais également que nous puissions arriver à ce niveau-là dans le domaine de la pharmacopée camerounaise. Ok. Voilà, on en vient dans... vous avez que vous vouliez rebondir? La suite du docteur Ndomeva? Oui. Je voudrais dire que nous sommes dans l'état de nécessité. Oui. L'urgence? L'urgence. Oui. Ce que nous redoutons est minable au regard de ce que nous devons sauver. Il faut que ce soit clair. Pour faire simple, je vais utiliser une boutade que le feu professeur Stanislas Melonnet nous avait présentée pour nous enseigner la notion de poison. Pour celui qui ne consomme pas de l'alcool, le piment consommant une certaine dose, c'est un poison. Or, pour celui qui consomme de l'alcool, le piment porté à une certaine dose constitue pour lui plutôt un excitant. Si cela est compris, je crois que nous devons savoir qu'à l'heure actuelle, Monseigneur Cléda n'est pas n'importe qui. Son équipe, ce n'est pas n'importe quelle équipe, c'est des avisés. Deux, ils ont déjà sorti, je crois, un protocole d'accord. Ça ne concerne que ceux qui sont malades. Oui. Ça veut dire que vous irez d'abord à l'hôpital vous faire dépister. Et si vous êtes renvoyé chez vous, ou bien s'il n'y a pas de lit pour vous, vous revenez donc chez eux, gratuitement vous faire soigner. Ça veut dire que le protocole d'accord est là. La polémique que Monseigneur Cléda et son équipe esquivent, c'est la polémique qui lie les scientifiques et le monde des affaires. Ah oui. Il faut que ce soit clair. Pour l'heure, l'urgence recommande que nous fassions confiance à nos tradis praticiens les meilleurs. Et quand on dit les meilleurs, on les reconnaît. Lorsque l'équipe de Samuel Cléda, de Monseigneur Samuel Cléda, a été dévoilée, l'État n'a pas dit non. L'État n'a pas déployé toute son énergie pour dire c'est négatif. Je crois que nous devons suivre le silence de l'État, qui en réalité c'est un silence de prudence. C'est un président malgache qui prend sur lui de faire cette annonce et non un des chercheurs. Mais attendez. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? L'État malgache, le président, il est très actif, il est très mobile. Il suit le développement de la pharmacopée chez lui. Et lui, il a pris sur lui d'assumer en tant que le numéro 1 de la République. Il a vécu les faits en direct. D'ailleurs, il vous dit, je m'exprime à mon peuple en ma langue, vous ne comprenez pas. Laissez-moi boire mes comprimés, mes produits directement avec eux. Ça ne vous engage pas. Ce qui veut dire qu'il est sûr. Il sait quel est le combat qu'il déclenche relativement. Vous avez vu. Mais son opposant éternel, hein, non, Ramalona, oui, il a, parce que le président André Rajal pense qu'il faut... J'ai lu son texte. Vous avez vu sa sortie? Oui. J'ai lu son texte. C'est un texte de quelqu'un qui est assis dans une chambre climatisée, derrière son ordinateur. Il envoie un petit mot en disant « Soyez prudents ». Oui. Sa prudence, c'est quoi? Ça rentre dans le cadre de ce que je viens de vous décrire. Entre celui-là qui consomme assez d'alcool et l'autre qui ne consomme pas assez. Quelle est la marge qui effraie Marc Ravalomanana? Oui. Quelle est la marge que lui veut protéger par rapport à la marge que le président en chair protège? Entre voir 2 ou 3 personnes mourir et laisser 20% mourir, qu'est-ce qu'on préfère? Le président en chair dit, moi je ne veux pas de catastrophe chez moi. Je limite. Je préfère que ça développe quelques ulcères, mais qu'il reste vivant, que d'enterrer. C'est-à-dire le préjudice qu'on esquive, il est moindre par rapport à l'objet ou bien au corps qu'on protège. Je suis d'accord avec lui. Ok. Thierry Ngopé, c'est quand même 1 mois de recherche, hein, pour qu'on en arrive là au Covid organique, ça.
selon ce qu'on apprend de Madagascar. Un mois de recherche à l'Institut malgache de recherche appliquée. Ouais. Avec des chercheurs américains, chinois et malgaches. Quand vous avez vu la personne la plus représentative d'un pays prendre sur lui et en monovision de consommer un produit, oui. C'est un gage de fiabilité, c'est un gage de responsabilité qui, en réalité, devrait amener tous les malgaches à se lancer dans la consommation de ce produit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez vu cette mobilisation dans ce pays. Je vous rappelle que si le produit qui a été brandi à la face du monde par le gouvernement, son homologue malgache, pour lui présenter ses félicitations, il dit effectivement qu'il en avait besoin et qu'il travaillait d'arrache-pied avec ceux qui ont travaillé là-dessus pour développer également, pourquoi pas, un autre produit. Et quelques jours plus tard, d'ailleurs, on a également appris que la RDC est fermement engagée également dans la mise en place d'un produit susceptible de guérir les malades de la COVID-19. Maintenant, s'il y a une bataille, en réalité, je l'ai toujours dit, il y a une grosse bataille de lobby derrière cette affaire. Quand vous entendez l'Organisation mondiale de la santé se dresser avec véhémence pour dire, pour présenter ses doutes, on peut par exemple que les États-Unis, vous savez ce qui s'est passé avec l'Organisation mondiale de la santé et avec l'Organisation des Nations Unies et cette branche qui s'occupe de la santé au niveau des subventions. Oui. Simplement parce qu'ils se sont rendus compte effectivement qu'il y a eu un jeu entre la Chine et cette organisation-là, au point où cela a été dénoncé avec la dernière énergie, avec véhémence par le président Trump. Il y a des guerres de lobbying, il y a des guerres de positionnement. Nous ne sommes pas là. Moi, ces guerres ne m'intéressent pas. Ces guerres n'intéressent pas les Camerounais qui souffrent dans des hôpitaux, ces Camerounais qui meurent même sans se rendre dans un centre de soins, peut-être parce que là, ils ont confondu cette maladie à une simple grippe sans pour autant se rendre à l'hôpital. Ces Camerounais qui n'ont pas été capables. Je vous rappelle par exemple que le système, le 15-10 par exemple, était inopérationnel il y a quelques jours. Ces Camerounais qui n'ont certainement pas eu de quoi appeler ces numéros qui ont été mis à leur disposition. Ces Camerounais qui n'ont pas pu se rendre dans un centre hospitalier et qui, je vous rappelle que la problématique, en réalité, la polémique est même née sur l'encadrement, sur l'accompagnement de ces malades même qui se rendaient dans ces centres hospitaliers où on était censé les prendre en charge, où on était censé les prendre en compte. Donc, pour moi, le plus important n'est pas là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ces Africains qui sont malades? Alors, boire un médicament qui est censé peut-être vous soulager, le doute est tout à fait... il n'est pas catégorique, mais le doute est compréhensible. Oui. Mais entre boire un médicament qui pourrait me soulager et ne pas le boire du tout et mourir, qu'est-ce qui est préférable? Je crois que tout le monde accepterait de boire le médicament, quitte à mourir ou avoir des conséquences autres, mais au moins on aura essayé. Je crois qu'on ne doit pas un ouvrage qui regroupe près de 1000 plantes minutieusement choisies dans 8 États de l'Afrique, dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a parmi ces États le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. En réalité, c'est une étude qui a été menée dans ces différents pays. On a choisi près de 1000 plantes qui soignent de nombreuses maladies qui ne trouvent pas nécessairement guérison à l'hôpital. Je vous rappelle que nous, Africains, il y a des fois, tu vas à l'hôpital, on te dit, on ne peut pas soigner cette maladie à l'hôpital. On se réfère à notre traditionnelle pharmacopée africaine. Je vous rappelle par exemple que mon père, par son âme, n'avait jamais consommé de l'anivaquine. Il y a un arbre, je ne sais pas comment on l'appelle malheureusement. Si vous aviez n'importe quel palu, vous commencez la sueur commence à dégouler de votre corps. Donc il y a une pharmacopée africaine. Ne nous refusons pas cela. Travaillons davantage peut-être à codifier cette pharmacopée africaine. Travaillons davantage à demander aux États d'accompagner ces chercheurs africains. Il y a des biologistes qui travaillent déjà avec des tradipraticiens. C'est à encourager. Il faudrait que les autres, que l'État apporte sa caution morale, comme on l'a vu ailleurs, pour accompagner ces gens, parce que cela est c'est un stimulant, vous l'avez dit tout à l'heure. Cela peut participer à stimuler, à rebooster la recherche
dans notre pays et notamment dans plusieurs pays africains. Voilà, on va repartir en Allemagne où nous attend cette fois-ci le docteur Laetitia Naburu Mekin, gynécologue obstétricienne à Ingolstadt. Nous sommes bien en Allemagne. Docteur, on parle de la pharmacopée traditionnelle. Est-ce que c'est par là que le salut viendra par rapport à cette pandémie? Mais d'abord, vous avez accueilli chez vous une dame enceinte, testée positive, qui a donné naissance, bien évidemment, à un bébé. Des nouvelles. Oui, bonsoir, bonsoir aux invités et à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, les statistiques se montrent 60 patients infectés au Covid-19, parmi lesquels 6 en soins intensifs et 2 femmes enceintes. L'une a déjà accouché, comme vous avez mentionné, et l'autre pas encore. Eh bien, l'accouchement de la patiente s'est passé dans des conditions très sereines. Nous avons l'accouchement s'est déroulé dans une salle d'accouchement dédiée aux patientes Covid qui avaient déjà été préparées à l'avance, car si on a appris quelque chose de cette pandémie, c'est notamment d'anticiper, et pour des raisons ergonomiques naturellement. Il y a eu des mesures de protection et d'hygiène du personnel, les masques dont on a besoin en première ligne dans la lutte contre la maladie. On a préparé le nécessaire au cas où il y aurait eu une urgence maternelle ou fétale, ce qui n'a pas été le cas. Eh bien, la patiente a accouché normalement, par voie basse, sans problème. Par la suite, le nouveau-né a été pris en charge par les néonatologues. Le nouveau-né a été testé négatif au SARS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19. Alors, il était permis d'être avec sa maman dans une chambre d'isolement et bien évidemment en respectant les mesures d'hygiène. L'allaitement était aussi recommandé avec un port du masque et le respect strict des règles d'hygiène. Au moment où je vous parle, la patiente a déjà quitté l'hôpital, et bien elle a tout simplement été éduquée. On lui a expliqué à quoi elle devait faire attention, notamment l'hygiène respiratoire chez l'enfant, la fièvre ou encore la toux devait l'amener à consulter immédiatement. Mais je veux dire, ce nouveau virus, pour notre patiente, excusez-moi, là, tout s'est très bien passé pour cette première expérience. Mais il faut faire attention parce que on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, où ce virus nous apprend chaque jour, on ne peut pas confirmer que ça sera le cas pour toutes les autres femmes enceintes. Car il y a eu de nouvelles études qui sont sorties des nouveau-nés de mamans atteintes de Covid qui ont présenté un peu élevé d'anticorps. Alors cela pourrait suggérer que les enfants étaient exposés au virus. Mais là, il n'est pas clair, est-ce que c'était pendant la grossesse, lors de l'accouchement ou après l'accouchement. Il existe vraiment une controverse en ce qui concerne la transmission de ce virus de la mère à l'enfant. Et comme je dis, on apprend. Ok. Voilà, on revient à vous, docteur Mekin. Thierry Youpé a parlé de caution morale. Est-ce que vous pensez que Monseigneur Cléda est suffisamment accompagné par les pouvoirs publics? Est-ce qu'il bénéficie de ce parapluie, on va le dire comme ça, les pouvoirs publics? Sergent Alain, je vous ai dit que l'État, en ce moment, la vraie guerre qui est menée, la guerre des vrais investisseurs, empêche l'État de s'afficher publiquement. Ouais. Le silence de l'État, pour moi, vaut acquiescement. Le fait que Monseigneur Cléda vienne sur les antennes des télévisions camerounaises et affirmer personnellement, décrire son parcours, décrire son jardin et dire qu'il a la maîtrise de la santé de ceux qui sont infectés, veut dire que l'État a accepté. Sinon, vous connaissez la suite. Avec notre État, ils auraient déjà encerclé ce jardin, ils auraient détruit comment on a du côté de Milan, les gens s'y rendent. Donc, la réalité, c'est que l'État est prudent. Et je comprends
nous devons accepter la pharmacopée africaine en nous basant sur le pari pascalien. C'est-à-dire que nous devons tout prendre. Oui. Si à la fin, tout le monde est soigné, nous aurons gagné 2 fois. Oui. Bien sûr. Si personne n'est soigné, nous n'aurons rien perdu, parce que nous aurons essayé. Si on n'a rien choisi? Si on n'a rien choisi, vous comprendrez. D'ailleurs, nous sommes... Le pari pascalien, oui. Avec le pari pascalien, on choisit. Oui. On prend. À la fin, on doit gagner 2 fois. On ne perd pas avec le pari pascalien. C'est de cela qu'il est question. Donc, pour nous, la pharmacopée africaine, elle est en marche. Nous sommes en train d'exploiter actuellement, de rendre public toutes nos essences. D'ailleurs, pour ceux qui ont souvenance, les chaînes de télévision camerounaises nous ont présenté le champ de culture du quinquennat. Oui. Non, quinquennat. Non, pas Artemisa. Oui. Le quinquennat. Oui. Pour ceux qui sont de la Ménois, ils connaissent une expression qui est vulgaire chez nous. Quand on dit « un cap monsieur Lagarde », un cap monsieur Lagarde, c'est quoi? Lagarde, c'est le père de Christine Lagarde, qui a cultivé la plante qui produit la chloroquine au Cameroun depuis des décennies. Cette plantation existe. Et puisqu'on a découvert plus tard que cette chloroquine comportait des substances qui dérangeaient un peu la chair, son activité a perdu de sa superbe et lui aussi il est retourné chez eux. C'est la même chose. Si la quinine qui hier était très prisée, aujourd'hui on découvre que cette molécule comporte des substances vénéneuses ou bien qui dérangeraient certains qui sont très affectés, il en va de même des produits que les nôtres sont en train d'exploiter. La réalité c'est que personne ne vous dira humainement qu'il a pris un spécimen du produit que le collège dirigé par le monseigneur Samuel Tila, qu'ils ont testé dans tel ou tel laboratoire, il commencerait par là. Toutes les firmes là, allemandes, américaines, chinoises, devraient d'abord venir prendre le produit, suivre l'évolution, passer ça au crible de leur raison, et voir si au bout, ça va soigner le malade. Si on se met seulement à des kilomètres, on dit ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il n'est pas bon dans nos produits? Parce qu'il faut nous expliquer cela, comme on dit au quartier, terre à terre. Pourquoi nous ne devons pas boire nos propres produits? Pour mieux m'exprimer, souvenez-vous, avant que cette pandémie ne nous envahisse, certaines boutiques en Afrique n'étaient fréquentées que par certaines personnes, c'est-à-dire les nantis. Aujourd'hui, ces boutiques sont en train de fermer portes parce que ces nantis-là ont fait un repli, je ne voudrais pas dire identitaire, un retour aux sources. Maintenant, ils sont dans les marchés, eux-mêmes ils achètent notre ginger, ils boudent le ginger traité et en sachet parce qu'ils savent qu'il faut consommer notre bio. Donc, je souhaite que ceux qui critiquent, qui nous disent voici le degré de toxicité, ne consommez pas ceci parce que voici ce à quoi vous exposez. Mais nous disent simplement que si on met un mélange de ginger, du citron et du l'ail, ce n'est pas bon. Bon, quel est le danger à l'intérieur? Il faut expliquer aux incultes que nous sommes que voici le danger que vous courez. Ne nous dites pas seulement non, oui. On a peur. La peur ne règle pas l'affaire. Laissez-moi vivre le temps que je dois vivre. La peur, on verra après. Donc, je soutiens, je suis d'accord avec notre pharmacopée. Merci. Voilà, Thierry Nyopé, sur cette sortie du président malgache, il pense qu'il faut, à titre préventif, on va administrer ce Covid organique aux élèves avant la reprise des cours. Hein. Oui, je crois Qu'est-ce qui peut justifier ce scepticisme à l'occidental par rapport à tout ce qui vient de la pharmacopée traditionnelle africaine? On en a suffisamment, on l'a dit longuement sur ce plateau, il y a des lobbies qui sont derrière. Je vous rappelle que derrière un vaccin, il y a un coût, il y a une recherche, il y a des gens qui y travaillent, qui investissent de l'argent, qui nécessairement ne sont pas des philanthropes, comme on les présente généralement à la face du monde. Tout le monde sait, tout le monde connaît l'histoire de Bill Gates, qui n'est pas nécessairement très aimé aujourd'hui, aux États-Unis, encore moins en Occident, simplement parce que aujourd'hui, grâce justement à cette société de l'open data, on commence à comprendre que derrière la philanthropie de certaines personnes se cachent des intérêts parfois mercantilistes, inimaginables, insoupçonnables même. Voilà pourquoi on peut comprendre parfois cette
cette reprobation, je préfère utiliser le terme ainsi, cette reprobation de certaines grosses firmes, de certaines institutions en réalité qui dépendent de l'argent de ces philanthropes-là qui financent l'OMS. Ce sont des États, ce sont des philanthropes. Mais regardez comment le monde a évolué. Aujourd'hui, tous les États au monde ont évolué avec les 13 mesures barrières. Ailleurs, en réalité, il y avait entre 10 et 13. Au Cameroun, on a augmenté 7, après on allait 3 avec la dernière sortie du Premier ministre. Mais au départ, c'était d'abord 13 mesures barrières édictées par qui? L'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi? On a eu comme l'impression qu'en réalité, le monde se regroupait en un seul tout. Le nouvel ordre mondial dont on parle, qu'on croit parfois si lointain et pourtant si proche. Aujourd'hui, on parle des règles édictées dans le monde entier. On ferme les écoles, tout le monde ferme les écoles. Ah oui. On se lave les mains, aujourd'hui tout le monde se lave les mains. En réalité, si cette maladie, fermeture des frontières, on l'a fait. Aujourd'hui, on ne circule pratiquement pas du tout pour des gens qui ont parfois, je vous rappelle, malheureusement, il y a des gens qui sont en train de souffrir simplement parce que les frontières sont actuellement fermées. Le mot étant haïssable, je ne le dirai pas ici, mais il y a autour dans nos familles des gens qui devraient effectivement partir pour des rendez-vous médicaux parce que le système sanitaire au Cameroun, notamment, ne permet pas la prise en charge, par exemple, de ces gens-là. Malheureusement, je suis un peu embarrassé de le dire ici, depuis pratiquement le mois de mars. Ouais. Pas d'évacuation sanitaire. Elle n'a pas pu partir justement, alors que chaque mois, elle doit prendre ses aérosols. Malheureusement, elle ne peut pas parce que les frontières sont fermées et le système sanitaire au Cameroun ne lui permet pas de le faire. C'est la chair, c'est la mort dans l'âme, en fait, que nous vivons cette situation. Mais on se bat tant bien que mal en espérant effectivement que avec la Covid-19, les États, parce que c'est également ça le nouvel ordre mondial, hein, les États doivent apprendre maintenant à ne compter que sur eux-mêmes. Ça veut dire qu'on doit avoir des centres, des hôpitaux dignes de ce nom, capables d'accueillir le maximum de personnes possible, avoir un plateau technique capable effectivement d'encadrer tout ce monde-là, avoir en réalité des mécanismes qui nous permettent de survivre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du nouvel ordre mondial, même sur le plan économique. Peut-être on en parlera avec des répercussions. Donc je ne peux que comprendre la détresse, je préfère le dire aussi, ainsi, la détresse de ces États européens qui avaient, je vous rappelle, avaient brandi le risque d'une hécatombe en Afrique si jamais la maladie arrivait à toucher le continent africain. Mais aujourd'hui, tout le monde voit qu'aux États-Unis, entre jeudi et vendredi, il y a eu plus de 3000 morts. Ouais. Plus de 3000 morts aux États-Unis. En France, il y en a. Je veux plus rentrer dans ce jeu-là parce qu'au moment où je vous parle, j'ai 3 enfants confinés en France. C'est très difficile, c'est très délicat. Mais on accepte ça comme tel parce qu'ailleurs, en réalité, les conditions ne sont pas les mêmes. Il faudrait que l'on comprenne qu'il est possible. Nous, on a dit à ces enfants, voilà comment vous devez vous soigner si jamais vous avez telle maladie. Si jamais vous avez telle, allez au supermarché, achetez telle chose, faites bouillir et buvez avant d'aller à l'hôpital. Donc nous restons africains même quand on est ailleurs. Okay. Il faudrait que les Africains qui nous suivent des États-Unis, de la France et tout cela, comprennent que l'Afrique a une histoire. Okay. L'Afrique, avant la chloroquine à l'état de comprimé, on se soignait en Afrique. Avant tous ces médicaments enveloppés sous forme de gélules aujourd'hui, on se soignait en Afrique et nos grands-parents n'étaient pas pour autant morts. Il faudrait qu'on encourage cela. Et je comprends. S'il peut avoir ce médicament pour prévenir justement la maladie, je crois que le gouvernement camerounais devrait se rapprocher. Lui qui projette la rentrée scolaire au 1er juin, devrait s'approcher ou se rapprocher de l'État malgache comme l'a fait le président Félix Tshisekedi pour comprendre s'il est possible de le faire, afin de le donner, pourquoi pas, à nos enfants au Cameroun qui sont censés, qui pourraient reprendre le chemin de l'école à partir du 1er juin. 1er juin, ouais. Docteur Meka, voilà, vous restez une Africaine, même comme vous êtes de l'autre côté. La pharmacopée traditionnelle africaine, ce sera la voie de salut pour cette pandémie? Vous y croyez-vous? Je dirais, en Afrique, on a
on souffre de toutes les maladies qu'on retrouve aussi partout dans le monde. Et le problème qu'on a, c'est la façon dont nous combattons cette maladie. Ces maladies, c'est malheureusement dirigé vers l'extérieur. Notre pharmacie, les produits que nous utilisons, nos laboratoires, la plupart viennent de l'étranger. Malheureusement, on a très souvent l'impression que quand il y a des solutions qui sont moins considérées que d'autres. Je vais prendre l'exemple de la solution du professeur Raoul ou encore comparer à celle du professeur Agon avec la pibirine. Nous sommes dans une situation de crise, alors en tant que scientifique, en tant que clinicien, il faut être pragmatique. On ne pourra pas vraiment respecter tous les protocoles, et c'était le cas pour les deux chercheurs. Mais on a quand même l'impression que l'autre solution a été beaucoup plus considérée qu'une autre. Et ça, c'est un peu douloureux parce qu'on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il y a, c'est comme s'il y avait une tendance à accorder de l'importance à certaines solutions venant d'une autre région par rapport à d'autres. Ok. Merci, merci, docteur Meka. On revient après le journal parce qu'il est déjà là. Cédric Noufelet. Bonsoir Cédric. Et bon retour. Hein? Merci Serge Alain. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités. Voilà, Cédric Noufelet. Dans un instant, le 20h le plus attendu de la planète. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, Cédric? 3 manchettes importantes qui vont constituer l'ossature de ce journal. D'abord, cette solution miracle qui viendrait de la pharmacopée traditionnelle et qui serait liée à un traitement administré dans les structures sanitaires placé sous l'administration de Monseigneur Samuel Klida, archevêque métropolitain de Douala. A-t-il trouvé un traitement adapté au contexte camerounais, traitement fait à base de plantes? Quels sont les témoignages des patients ayant retrouvé la santé à base de ce témoignage, à base de ce traitement? Quelle en est l'évaluation qu'on peut faire? Aucune démarche scientifique n'a encore attesté un tel traitement, mais nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également la lutte contre les différentes structures sanitaires clandestines dans le septentrion, au moment où les populations ne savent plus où donner de la tête face à cette pandémie du coronavirus. Autre manchette à suivre dans le journal de 20h, c'est l'inquiétude du secteur privé. Le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, vient de dévoiler un rapport qui évoque l'impact négatif de cette pandémie du Covid-19 sur les entreprises camerounaises. Près de 9 unités de production sur 10 sont négativement impactées et plusieurs entreprises, notamment des PME, ont déjà placé en chômage technique des milliers d'employés, évoquant des difficultés de trésorerie, et tous pointent du doigt l'absence des mesures d'accompagnement du gouvernement. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous évoquerons également cet assassinat d'un enfant de 4 ans à Koutaba, dans le Noun, dans la région de l'Ouest, par son oncle, alors qu'il s'apprêtait à procéder à un trafic d'ossements humains. Il a été épinglé et appréhendé. Nous évoquerons tout cela ce soir. Serge Alain. Voilà, madame, messieurs, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h Equinox, que vous aimez ou que vous l'aimez pas. Ce sera dans un instant le 20h de Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief, toujours avec nos invités et à Douala et du côté de l'Allemagne.